bonjour. C'est pour moi vraiment un honneur de participer dans ces cours au Collège de France. Et je tiens à remercier vivement Monsieur Jacques Livache et aussi Monsieur Clément Chanchez de m'avoir invité. Et comme je dis, c'est pour moi un très grand plaisir de participer dans ces cours. Et aujourd'hui, donc la première de ce petit cycle de conférences fait rapport, comme vous voyez, est en rapport avec un appareil électroménager, comme les fours micro-ondes, que tout le monde connaît très bien, mais je voudrais un peu illustrer comment cet appareil peut servir à la chimie et comment on peut trouver des applications assez variées. Nous allons voir, disons, après une petite introduction du type historique et concernant la nature de micro-ondes, l'utilisation très variée pour la synthèse des matériaux inorganiques, pour activer des réactions organiques, aussi pour préparer de différents types de matériaux, en particulier des céramiques, de polymères, de carbone, des matériaux carbonés, et aussi des composites, de nanocomposites en particulier, et aussi on va voir quelle peut être la implication de différents matériaux et systèmes préparés avec des fours au micro-ondes pour l'environnement. Eh bien, je voudrais vous rappeler très rapidement que dans les spectres électromagnétiques, le micro-ondes se trouve du côté des sondes plus larges, réellement entre le sonde des radios et l'infrarouge, le visible. Donc, on est dans une région de l'espectre. Ici, on a quelques objets pour comparer la taille, comparée avec la longueur d'onde. Vous pouvez voir. Donc, c'est des longueurs d'onde de quelques centimètres dont on parle, ce qui correspond à des fréquences relativement élevées et à des énergies de l'ordre d'électronvolts. On va voir donc que le four micro-ondes travaille à une fréquence typique de 2450 MHz, soit 2,45 GHz, qui est une fréquence typique de four et qui correspond à la longueur d'onde d'environ 12 cm et de l'ordre, ce qui correspond à une énergie relativement faible de l'ordre du milliélectronvolt. Et c'est important, cette valeur d'énergie, parce que si on les compare, c'est intéressant parce qu'ils peuvent agir dans l'activation des rotations moléculaires, spécialement, comme on va voir, avec des molécules telles que l'eau et d'autres molécules dipolaires. Et c'est important que l'énergie de ces micro-ondes à 2,45 GHz de fours domestiques soit relativement faible comparée à l'énergie, par exemple, des liaisons simples, à l'énergie de double liaison ou d'autres types de liaisons courantes, parce que autrement, si on utiliserait des énergies plus élevées, on détruirait évidemment la matière, voire les aliments, si on l'utilise au niveau culinaire. Évidemment, et heureusement, pour les applications à la cuisine, c'est ça qui est intéressant. Mais ce que je voudrais vous rappeler maintenant, c'est juste à propos de l'interaction des sondes électromagnétiques avec la matière. Il y a réellement trois possibilités, pour simplifier évidemment. Et la première, c'est qu'un rayonnement électromagnétique, soit réfléchi complètement à la surface. Si on se met dans le visible, dans la lumière visible, un miroir, c'est le cas exact où il y a une réflexion
totale de ces sondes électromagnétiques. Ça peut aussi arriver que le matériel soit transparent, disons qu'il est transmis complètement à travers la substance, voire par exemple un verre d'une fenêtre où la lumière peut pénétrer parfaitement, mais il y a aussi des cas où le rayonnement électromagnétique peut être total ou partiellement absorbé par la substance. Et donc c'est par exemple le cas d'un corps noir où la lumière est complètement absorbée. Eh bien, dans ce processus, l'énergie est transférée à la matière absorbante. Donc, ça peut être parfaitement le cas pour les sondes de la région de micro-ondes. Et on peut se trouver qu'il y a des matériaux, par exemple, qui sont conducteurs électroniques ou ioniques, donc qui ont possibilité pour la conduction électrique, ou qui soient magnétiques, donc une de deux composantes ou les deux composantes peuvent avoir une absorption alors avec les sondes électromagnétiques. Mais sinon, les fréquences de micro-ondes correspondent à des oscillations moléculaires très importantes, et ces mouvements moléculaires vont se manifester par l'augmentation de la température de la substance. En particulier, c'est applicable à molécules du type de l'eau. Alors, le changement rapide des polarités de la molécule d'eau, par les couplages avec la haute fréquence de micro-ondes, va produire des rotations et va transmettre ces rotations. Il va produire une friction, et ces frictions vont produire, évidemment, une augmentation de la température. C'est comme ça, et ça c'est le principe, d'une manière simple, dont le four à micro-ondes fonctionne. Je parle du four domestique, mais on va voir les implications aussi dans les laboratoires. Parce que, je vous rappelle, tout le monde connaît très bien les fours micro-ondes à la cuisine, et il y a des éléments importants, c'est le magnétron, qui est le générateur des micro-ondes, et à travers une guide d'onde va diriger les micro-ondes dans la cavité du four, et ensuite il va agir évidemment sur les aliments qui sont placés à l'intérieur. En général, et c'est un peu, disons, un peu à la mode, que certaines possibilités développées au laboratoire chimique spécialement, sont transférées, sont décidées, qui ont été transférées pour la cuisine. Et des grands chefs comme Hervé Ty ou Ferran Adrià ont appliqué donc des principes usuels au laboratoire, et ils ont très bien appliqué ça, d'ailleurs, très bien appliqué à la cuisine, et voilà, c'est en bénéfice de l'humanité, pardon. Ouais. Et, c'est vraiment une tendance à l'application donc, de techniques de laboratoire à la cuisine. L'inverse est aussi possible. Donc, on passe de la cuisine au laboratoire. Et voilà, il y a déjà plus d'une vingtaine d'années que Le Monde, dans la section de Le Monde de l'éducation, publiait cet article dont on parlait de la possibilité d'accélérer des réactions chimiques à l'aide de fours micro-ondes qui étaient usuellement appliqués à la cuisine. Donc, on pouvait trouver décrite la possibilité de faire des réactions organiques relativement simples, mais qui étaient accélérées de quelques minutes de quelques heures en milieu conventionnel, en traitement thermique conventionnel, au chauffage au moyen de micro-ondes. Seulement, il y avait certaines possibilités d'explosion, c'était un risque au moment, parce qu'on faisait cette réaction renfermée dans une bouteille de téflon,
Et il y avait donc certains risques à l'époque. C'était en présence des solvants. Et justement, nous avons contribué, comme on va voir plus tard, et on a essayé de diminuer ces risques d'explosion en utilisant des systèmes plus ouverts, des systèmes en phase absorbée, où les molécules se mettent ensemble dans une phase dite sèche. Eh bien, c'était M. Spencer, qui était un ingénieur qui travaillait à la compagnie Raytheon et qui a inventé le four micro-ondes. Réellement, l'histoire nous raconte qu'il s'est promené au laboratoire. Enfin, il est ici avec un beau costume, mais je crois qu'il avait une blouse de labo, et dans la poche de sa blouse de labo, il portait une tablette de chocolat. Et quand il s'est arrêté juste devant le générateur de micro-ondes pour les radars, qu'il était occupé à travailler avec ces systèmes, à améliorer, et alors il sentait que le chocolat fondait dans sa poche. Et comme il était un ingénieur, disons, avec une imagination et une capacité très grande d'évaloriser rapidement le fait expérimental, alors il a cherché qui était la cause et il a bien imaginé que c'était ces micro-ondes qui étaient la cause de ces processus. Par après, il a essayé avec d'autres systèmes, mais réellement, on peut dire que c'est lui alors qui a inventé, et la compagnie Raytheon a breveté cette possibilité. Le premier four, alors c'était vraiment, comme vous voyez ici, vraiment des modèles qu'aujourd'hui ne correspondent pas à quelque chose qui serait utilisable. Et donc, c'était des appareils à 1,60 m d'auteur, 80 kg de poids, une puissance de 3 kW. Vous savez très bien que les fours micro-ondes domestiques n'arrivent pas à 1 kW. Donc, il fallait réfrigérer à l'eau pour éliminer la grande quantité de chaleur qui était là produite. Et les prix des $5 000 de l'époque étaient assez élevés, évidemment, surtout comparé à l'époque actuelle avec les fours micro-ondes. Donc, après la fusion du chocolat, tout de suite, il a essayé, M. Spencer, il a essayé de fabriquer le pop-corn avec le grain avec un grand succès, et il a essayé de cuire un œuf. Ce n'était pas un succès, évidemment, parce que, comme vous le savez, c'est dangereux, et il a constaté l'explosion avec ce système. Ben, à l'heure actuelle, vous savez que les fours micro-ondes ont fortement évolué. Voilà les fours micro-ondes des années 50 déjà. C'était surtout dans les années 60 qui ont devenu vraiment bien commercial. Et à l'époque actuelle, on peut trouver donc certains modèles améliorés qui combinent déjà, par exemple, micro-ondes plus induction, etc. Donc, système plus avancé, mais le principe est vraiment le même. Et l'application au laboratoire nous propose également d'une variété de modèles pour faire différents types de réactions, que ce soit des réactions en autoclave, en téflon, où on peut contrôler au moyen d'un ordinateur la température ou la pression, par exemple des réactions à reflux, et aussi c'est ancien modèle, mais qui est c'est un modèle des ProLabo, c'est le Synthewave, il s'appelle, et est un modèle qui est monomodal. Voilà la différence. Usuellement, les fours micro-ondes sont des instruments, des appareils qui travaillent en multimode. Donc, ça, c'est le schéma qu'on a vu au début pour les fours micro-ondes domestiques. Donc, il y a des réflexions un peu partout. Donc, tous les volumes, toute la cavité du four contient toutes les radiations des micro-ondes, donc tous les volumes, et d'une manière, donc, avec des différentes directions.
le front d'avancement des sondes. Mais dans les cas monomodal, donc les appareils monomodaux, les magnétrons fait l'émission de micro-ondes juste avec une guide d'onde qui va l'adresser directement à l'échantillon. Dans ce système de laboratoire, on peut contrôler la puissance, on peut moduler réellement beaucoup de paramètres et c'est vraiment intéressant de voir donc, comment on peut faire augmenter la température de certains échantillons en fonction de la nature, évidemment, de l'échantillon considéré. Et voilà juste une image pour montrer donc qu'une plaque chauffante pour un chauffage dit conventionnel donc, va faire une diffusion de la chaleur, va chauffer réellement avec une diffusion qui va avoir une dépendance directe avec le temps. Et aussi, dans le cas du micro-ondes, nous pouvons voir donc, que l'irradiation s'effectue dans tous les volumes d'une manière pratiquement simultanée. Donc là, une des avantages va être pour l'application de micro-ondes au laboratoire, va être l'augmentation de la vitesse des réactions d'un facteur, par exemple, 200, 1000 même fois plus vite qu'avec un chauffage conventionnel. Et ça, c'est intéressant parce que aussi peut faire que les rendements de la réaction et même parfois la sélectivité des produits qui sont formés soient plus élevés. Le chauffage est uniforme et reproductible dans quelques fois. Pas tellement reproductible. C'est un des défauts. Les processus sont plus propres, écologiques, parce que fondamentalement, il y a une épargne d'énergie. Il y a parfois des productions de produits plus purs, des éliminations dans certains cas, on va voir. On peut éliminer le solvant dans la synthèse organique, dans les réactions en voie sèche, et il y a généralement une dégradation contrôlée des produits de la réaction. L'intérêt, donc, a fait que le nombre de publications a augmenté très fortement depuis les 20 dernières années, comme vous voyez, avec une production, vraiment une augmentation exponentielle et de publications qui se rapportent à beaucoup d'applications en chimie. Les applications courantes dans le laboratoire, c'est d'une part la dissolution des samples, des échantillons, pour la préparation, par exemple, pour les analyses, mais sinon, on peut faire l'application pour des synthèses organiques très variées. Et on peut voir certains points importants initiales donc, qui sont des références maintenant. Et on peut dire que la première application, à part, disons, l'hydrolyse et la dissolution d'échantillons, la dissolution rapide, donc l'application en chimie, en synthèse, c'était une réaction de polymérisation qui a été développée à Toulouse, à l'école normale de chimie, à l'école supérieure de chimie, et ensuite on voit qu'il y a eu des travaux qui concernent la synthèse organique en présence de solvants, la synthèse des systèmes purement inorganiques, des synthèses aussi organiques mais en présence de supports, et donc des organométalliques, etc. Ça a été, disons, donc, dans les années 80, où les premiers articles ont été publiés. On voit, ça c'est, à ma connaissance, la première contribution, mais c'était un système de micro-ondes non conventionnel, c'est-à-dire c'était un système développé au laboratoire. Comme je vous ai dit, c'était à l'École nationale supérieure de chimie de Toulouse par Tefal et Gourden.
Et ils ont utilisé ce système, donc ce n'est pas un four domestique. Et il s'agissait donc de la polymérisation de ce monomère. Ce monomère est le 2-hydroxyéthylmétacrylate, qui formait très rapidement et avec très bon rendement la polymérisation qui formait le polyéma. Et l'application des fours micro-ondes devient juste plus ou moins à la même époque, et c'était le groupe de Ontario qui a développé donc, la synthèse organique dans des solvants organiques, en milieu solvant, en utilisant donc le four micro-ondes conventionnel. Et de réactions très simples, comme des réactions d'hydrolyse, des réactions d'oxydation, des réactions d'estérification, où on comparait la réaction dans les chauffage classique, par exemple 1 heure, tandis que pour un rendement assez élevé, 90%, tandis qu'avec des micro-ondes, l'irradiation en 10 minutes, on atteint la même conversion, le même degré de transformation, un très bon rendement. Donc, il y a une épargne de temps considérable, comme vous pouvez voir ici. Voilà, entre-temps, nous avions, et je voudrais dire plutôt en parallèle, parce que nous avions commencé quelques années avant, mais on a tardé un peu à en publier, on a utilisé ce système de four domestique pour faire des synthèses organiques, mais en phase sèche. Et c'était donc le groupe de réactions sélectives sur support à Paris-Sud, André Loupy et de Georges Bram, qui ont commencé à travailler en phase sèche, et nous avions commencé à travailler avec les micro-ondes. Donc on a collaboré et on a combiné le micro-ondes et la phase sèche, donc en absence de solvant. On va voir ça un peu plus en détail. Les premières réactions, c'était des réactions de réarrangement ou de transposition des pinacoles à pinacolone, et aussi des réactions d'alkylation anionique. On verra ça un peu plus en détail, mais je voudrais montrer qu'également, il y a eu, c'est surtout le groupe de Mingos qui a publié, donc comment on pouvait faire des réactions à l'état solide, tout simplement par l'irradiation de micro-ondes avec des fours aussi plus ou moins conventionnels, donc des fours à 2,45 GHz. Et c'est l'exemple typique, c'est la synthèse d'un système d'un matériau, d'un oxyde mixte, d'une céramique qui a la propriété de conduire l'électricité à une température relativement haute, relativement élevée. Et ici, c'est l'oxyde de cuivre spécialement qui est un semi-conducteur qui va être sensible à la captation de l'énergie pour augmenter la température suffisamment pour produire cette synthèse. Ce même groupe a montré également la possibilité de synthétiser des composés organométalliques. Voici un exemple, c'est le trichlorure de rhodium avec le cyclopentadiène que lorsque on le chauffe en micro-ondes pendant 30 secondes, en présence de méthanol, fait ce matériau-ci, un sandwich où il y a un couplage de rhodium avec le cyclopentadiényl, tandis que par chauffage conventionnel, on obtient un dimère avec une composition telle qu'ici est indiquée. Donc, on voit déjà les différences qu'ils peuvent avoir dans la composition des produits finaux de ça. L'application en chimie minérale, en chimie inorganique, comporte des exemples de synthèse hydrothermale, des réactions à l'état solide, des processus d'intercalation ou la formation de argiles à piliers. On va voir quelques exemples. La synthèse hydrothermale
est très variée à l'heure actuelle. Par exemple, si on considère l'hydrolyse du tétrachlorure de titanium, le chlorure de titanium 4, en milieu conventionnel, après 2 serres et 160 degrés, on produit une phase très stable qui est l'anatase, une phase de dioxyde de titane. Mais on a constaté que si on fait cette même réaction en présence irradiée par les micro-ondes, activée par les micro-ondes, au lieu d'obtenir l'anatase, on obtient le rutile. Le rutile est la phase de haute température et stable du dioxyde de titane. Eh bien, on peut imaginer que, et moi je pense que ce qui se passe, c'est que d'abord se produit l'anatase, et cette anatase va se transformer très rapidement, parce que ce sont des réactions très rapides. Les micro-ondes vont produire l'anatase, mais juste après va produire rapidement le rutile. Et pourquoi? Eh bien, on peut imaginer que on peut penser que l'anatase est un semi-conducteur électrique, donc il va avoir la capacité d'absorber les micro-ondes d'une manière plus efficace pour ses composants électriques, et il va chauffer très rapidement et d'une manière locale, et il va être transformé en rutile. Donc c'est un peu un mécanisme qui n'est pas prouvé, évidemment, mais on peut supposer qu'il se passe de cette manière-là. Une autre application importante dans la synthèse des matériaux inorganiques, c'est la synthèse des zeolites. Réellement, c'était un des premiers brevets importants des micro-ondes. Et c'était Mobile qui a pris ce brevet vers la fin des années 80 pour la synthèse des zeolites. Réellement, ce qui est intéressant, c'est que des zeolites tels que cette SM5, qui est une zeolite très importante pour la catalyse acide, ou la zeolite Y, peuvent être synthétisées en 30 minutes, tandis que la synthèse en milieu conventionnel, c'est très longue, entre 10 et 50 heures. Donc vous voyez l'épargne de temps, l'accélération très importante de la réaction. Donc, c'est vraiment important. Le mécanisme, réellement, ce n'est pas en détail, n'est pas très bien connu. On peut supposer de phases intermédiaires, etc. Mais tous les résultats montrent réellement qu'il y a une réduction de temps très importante. Ici, on voit de belles images de zeolites qui sont formées dans une membrane d'alumine. C'est un beau travail développé à Montpellier par le groupe de Julbe. Et on voit des tailles très semblables des zeolites qui sont formées dans ces membranes d'une manière vraiment rapide. Donc l'accélération est probablement le détail le plus important pour la synthèse des zeolites, mais aussi les cristaux qui sont formés. Ce sont des particules assez grandes et la distribution de la taille est relativement uniforme. On peut voir quelques exemples, comme par exemple pour les matériaux Alpo, les aluminophosphates, qui ont des tailles différentes et de topologies différentes en fonction des conditions expérimentales qu'on utilise avec les micro-ondes, et avec la silicalite aussi. Donc, aussi l'application à des systèmes emparentés avec une charpente telle que nous offre le Metal Oxide Frameworks. On pourrait parler des analogues organiques des zeolites, dont il y a 2 groupes au monde qui ont vraiment développé en profondeur. C'est le groupe à Versailles du professeur Gérard Ferré, et l'autre c'est le groupe en Californie des Jaggi. Ils ont développé donc des systèmes du type zeolite, mais avec des ligands organiques, disons, qui font des matériaux qui
qui offre la surface spécifique, les surfaces spécifiques plus élevées de matériaux qui sont connus. Des surfaces qui surpassent les 3500 ou les 6000 même mètres carrés par gramme, des chiffres énormes de surface. Et eh bien, ces produits peuvent être également synthétisés d'une manière rapide par l'utilisation des micro-ondes, et on voit qu'il y a des matériaux bien cristallisés, ça se voit avec le diagramme de diffraction des rayons X, et avec des tailles très uniformes. Et aussi ici, ces matériaux ont des surfaces spécifiques très importantes. Donc, une surface qui offre 3000 mètres, un seul gramme de masse de ce matériau. Dans le cas de l'intercalation, ici, on a pris un exemple, c'est le phosphate de vanadyle, qui est un phosphate lamellaire, qui ressemble un peu aux propriétés bien connu pour le professeur Livage du pentoxyde de vanadium sérogel, et donc où il y a des molécules qui sont coordonnées au vanadium, mais dans ces matériaux lamellaires, en présence de pyridine, et en 5 minutes, on peut produire une intercalation totale de la pyridine, c'est-à-dire une pénétration des molécules de pyridine à l'intérieur de ce feuillet, qui va produire une expansion, donc une augmentation de la distance entre le feuillet due à l'intercalation de ces molécules. Et donc, c'est une réaction qui est bien accélérée. Probablement, il y a une faible réduction du vanadium 5 au vanadium 4, ce qui fait que ce matériel devienne semi-conducteur. Il va offrir donc des possibilités d'absorption des micro-ondes, parce qu'il a des composantes électriques qui vont, bénéficier de l'absorption des micro-ondes, vont augmenter la température, vont accélérer le processus. Voici un autre exemple de synthèse de composés inorganiques, c'est les argiles à piliers. Une argile à piliers, c'est réellement une argile, donc un silicate lamellaire où on a introduit un polycation, comme ici, on le connaît comme l'aluminium 13, qui a 7 charges positives, donc c'est une cage de Keggin qui est intercalée d'une manière rapide à l'intérieur des feuillets. Eh bien, une fois qu'il est intercalé, si on chauffe ce système, on commence à perdre, à décomposer ces matériels, et c'est complexe, et il commence à produire des protons et de l'eau, et finalement, il arrive donc à former de l'alumine. Et cet alumine reste accroché au feuillet de l'argile d'une manière permanente. Donc, on a introduit des piliers entre le feuillet de l'argile. Donc, on le connaît comme une argile à piliers. Et c'est intéressant parce que ça offre des galeries où les molécules peuvent pénétrer, et ça peut être intéressant pour faire des catalyseurs et des catalyseurs sélectifs. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est une argile qu'on appelle montmorillonite, où il y a des sodiums, et après traitement avec ces cations, ces polycations d'aluminium, c'est les prépiliers, et après irradiation au micro-ondes, on peut consolider ce système avec la production de l'alumine, et avec une économie de temps vraiment énorme. Donc, c'est quelques minutes à la place de quelques heures de traitement thermique conventionnel. Donc, c'est très rapide. On place ce système dans les fours micro-ondes, et voilà. On obtient ces piliers. Quand on examine en détail, par exemple avec la RMN de l'aluminium 27, on voit donc que le signal qui correspond à l'aluminium en position tétraédrique avant chauffage n'augmente pas beaucoup par irradiation micro-ondes, tandis que le traitement conventionnel produit une stabilité spéciale pour l'aluminium tétracarboné, dans un environnement tétraédrique.
C'est important parce que l'activité catalytique de ces systèmes va être différente. Donc, des matériaux préparés par irradiation micro-ondes vont avoir des propriétés différentes parce que la structure est quand même, la microstructure est quand même différente. Et voilà, on a donc ce système finalement qui offre des caractéristiques texturales très semblables, que ce soit par traitement conventionnel en surface spécifique, volume de pores ou distance basale, ils vont avoir des caractéristiques très semblables si on compare les traitements conventionnels avec les traitements par micro-ondes, mais donc il y a ces différences, donc, et spécialement l'épargne de temps. On peut appliquer dans la synthèse à l'état solide et on peut voir que différents types de oxydes mixtes avec des propriétés très variées peuvent être préparés d'une manière très simple en combinant des oxydes et avec des irradiations en quelques minutes comparé avec des traitements thermiques conventionnels de plusieurs heures, comme vous pouvez voir ici sur ce tableau. Dans tous les cas, il y a des éléments qui sont semi-conducteurs qui vont avoir la possibilité de faire une captation de l'énergie micro-ondes, la transformer en énergie thermique très rapidement et qui vont faciliter ces fusions et la formation de ces matériaux. Ça, c'est le cas de l'Ivaco, dont je vous ai commenté préalablement, qui était Mingos, le groupe Mingos qui avait travaillé là-dessus. En chimie organique également, on peut spécialement développer des réactions, on va voir les cas et quelques exemples, des réactions en phase supportée ou des réactions à l'intérieur des pores et des réactions avec des argiles à piliers. Et voilà, tout d'abord, il faut voir qu'est-ce que c'est une réaction en phase supportée. Eh bien, on peut réellement substituer les solvants. Les solvants servent à mettre en contact des produits organiques solubles et faciliter l'interaction entre ces molécules et produire donc des réactions. Eh bien, en phase absorbée, on n'a pas de solvants, mais des matériaux poreux qui ont une surface, une étendue de la surface très grande, une grande surface spécifique, vont avoir la possibilité donc d'absorber et de co-absorber des molécules. Et une fois qu'ils sont co-absorbés, si on chauffe d'une manière conventionnelle, on peut développer des réactions. Mais si on soumet à l'irradiation micro-ondes, on va faire ces réactions d'une manière très vite. Et aussi, ce qui est important dans ces cas, c'est que nous pouvons jouer avec la nature du support. Si c'est un support qui agit comme une antenne, c'est-à-dire il y a des propriétés semi-conducteurs ou c'est un peu conducteur non métallique, mais même des polymères conducteurs, etc., on peut avoir, ou des conductivités ioniques, une captation de l'énergie plus importante, donc il va avoir un effet dit catalyse physique, si on peut permettre. Et ça, c'est important. Et aussi parce que ces solides à haute surface contiennent beaucoup de molécules d'eau absorbées, et ces molécules d'eau, donc avec les rotations, vont produire la friction et vont faciliter des réactions en milieu sec. On appelle en milieu sec ou en phase absorbée. Voici juste un exemple. Des réactions de transposition, de réarrangement thermique de Claisen. Ce produit ici, traité au micro-ondes en présence d'une argile, il va se transformer très rapidement, en quelques minutes. Il va se transformer avec un rendement d'un 80% dans un produit qui est très intéressant comme intermédiaire pour la synthèse des produits qui vont avoir des applications en pharmacie, parce que c'est un intermédiaire d'un grand intérêt, avec des activités antitumorales dans ces cas exactement. Mais voyons, ça c'est donc un rendement d'un 80% irradié au micro-ondes dans un four domestique, tandis que le traitement thermique conventionnel en phase sèche produit un rendement
donc seulement d'un 36%. Donc, c'est vraiment très intéressant, l'utilisation de ces conditions en milieu sec, développées par première fois donc, dans notre groupe pour les réarrangements des glycols 1,2, donc des pinacols et d'autres molécules, comme on va voir. Et on a collaboré donc, à ce moment-là avec le professeur Bram. Et donc, il faisait des activations anioniques à l'époque. Donc, on a essayé dans notre laboratoire, et ces réactions pouvaient se passer activées par les micro-ondes avec un rendement très élevé. Le groupe du professeur Bram, et en particulier le groupe de M. André Loupy, a continué pratiquement dédié, alors, à partir de lors, à travailler à l'application des micro-ondes pour la synthèse organique, donc pratiquement d'une manière exclusive et avec un très grand succès. Donc, ce succès devient par, comme je vous ai dit, l'accélération énorme, mais aussi parce que c'est peut-être considéré comme une technologie propre, parce qu'on élimine donc l'utilisation des solvants. Les solvants sont toujours des matériaux, des produits qui sont toxiques, qui sont dangereux, qui sont chers, qui sont polluants et qui sont même donc très dangereux parce qu'ils peuvent produire des explosions incontrôlées, et spécialement dans le cas de la synthèse avec l'irradiation micro-ondes. Donc, on voit que les solides, comme je dis, peut avoir une contribution très importante pour ses caractéristiques chimiques et texturales, mais aussi parce qu'il peut contribuer aussi comme un réactif. Il y a certains cas où ceci est produit. Voilà ici un exemple de la réaction que nous avons développée avec le pinacol. Donc, c'est une transposition, un réarrangement où il y a disons, la réaction au milieu conventionnel s'est fait à reflux avec l'acide sulfurique. Et cette réaction se produit de deux parts d'un groupement OH, la formation d'un cation carbonium, la migration d'un méthyle donc sur ces cations carbonium, sur ces carbones, et la formation d'un composé carbonyle. Dans ces cas, c'est la transformation du pinacol en pinacolone qui a cette formule-ci que vous voyez ici. Alors, quand on le fait en chauffant avec le micro-ondes, ce qu'on obtient, c'est deux produits, donc le même produit, mais il y a un produit, donc vous voyez ici le 2,3-diméthylbutadiène, donc on obtient également le produit de la double déshydratation. Et ceci est produit lorsqu'on utilise la réaction en présence, donc supportée, absorbée dans l'alumine, dans la silice, dans les argiles. Et c'est les argiles un cas vraiment spécial. Une argile typique, c'est une argile du type montmorillonite, c'est une esmectite donc, qui est composée par deux couches tétraédriques, une couche octaédrique centrale, et ces feuillets portent une charge, ne sont pas compensés électriquement, donc ils sont compensés à l'extérieur du feuillet, donc il y a des cations interlamellaires, habituellement ce sont des cations hydratés. Et ce qu'il y a de spécial, c'est de fantastique, cet espace intracristallin, je parlerai dans la troisième conférence de ce système, c'est que cet espace intracristallin, c'est un espace nanométrique où il se passe des réactions différentes que ce qui se passe dans certains cas à l'extérieur, dans des milieux conventionnels. En réalité, l'eau, comme vous le savez très bien, est neutre à un pH 7 avec un degré de dissociation donc déterminé. Mais lorsque l'eau est couplée, dans les espaces interlamellaires, est couplée à des cations d'échange, la polarisation
électrique qui produit les champs électriques de ces cations sur des molécules adsorbées fait qu'il y a un degré anormal de dissociation. Et vous voyez, il y a donc un échange, toujours on doit parler des systèmes dynamiques où les protons est transféré, donc les molécules d'eau, donc il y a toujours une certaine acidité. Le pH est moindre de 7. Et plus haute est la charge, et plus petite la taille du cation, donc le potentiel de ces électriques de ces cations va être plus importante, et plus importante va être le degré de dissociation. Donc c'est un facteur important à l'air de déterminer des réactions qui se passent dans le nanospace. Et vous pouvez les voir ici, donc, dans cette réaction que nous avons vue de transformation du pinacol en pinacolone. Tout d'abord, le chauffage conventionnel nécessite 15 heures à 100 degrés pour avoir des taux de conversion relativement faibles pour les cations moins acides. Pour des cations fortement acides, comme l'aluminium ou le chrome, on a un degré de dissociation beaucoup plus importante, une acidité plus grande, ça s'approche à celle de l'acide sulfurique, donc on a une transformation, une conversion plus importante, avec un rendement très important en pinacolone. Ce n'est pas le cas pour des cations moins acides, comme le sodium, ou les alcalins, ou les alcalinoteurs. Et vous voyez, l'activation au micro-ondes nécessite, à la place de 15 heures, 15 minutes pour avoir des taux de conversion relativement élevés. Mais en même temps, il y a donc la production de pinacolone, c'est un pourcentage dans certains cas, il y a la formation, comme c'est le cas de moins acides, comme le sodium, de la double déshydratation. Donc on a des possibilités de jouer avec ces facteurs. Mais qu'est-ce qui se passe avec un glycol 1,2 qui a des substituants différents, donc méthyle et phényl? Eh bien, ce qui nous dit la chimie habituelle, la chimie dans des conditions conventionnelles, en milieu homogène, nous disent que la capacité migratoire d'un phényl est plus grande que celle d'un méthyle. Et donc, le produit qui se forme, c'est la méthylcétone. Mais lorsque c'est intercalé dans des silicates, il y a certains cas où il y a un inversement. Et pourquoi? Parce que la migration d'un phényl dans un milieu confiné va changer la sélectivité, va changer la facilité, l'aptitude migratoire. Dans ces cas, on peut avoir ces trois possibilités. Donc, et ce n'est pas compliqué le système, on peut favoriser l'une ou l'autre en fonction de la nature du cation. Et c'est toujours avec l'irradiation micro-ondes qu'on va pouvoir avoir des conversions relativement importantes, des transformations de ces glycols, et on va obtenir donc des produits, des réactions différentes. Et spécialement, on a ici le cas de l'argile à pilier formée par l'irradiation micro-ondes, où il y a vraiment une formation préférentielle du butadiène. Et donc, cette molécule est synthétisée préférentement aux autres, et c'est dû aux caractéristiques structurales dont on parlait au début, et on a parlé dans la caractérisation à la RMN de l'aluminium 27. C'est l'application à d'autres réactions de transposition, comme c'est les réactions de Beckmann, des oxymes dans des amides primaires, qui peut être aussi contrôlée par la nature du cation interlamellaire et le temps d'irradiation, etc., au micro-ondes, avec des rendements vraiment spéciaux dans le cas du cuivre dû à la formation des complexes intermédiaires. Voilà, c'est aussi quelques exemples dans la chimie des matériaux. Donc, des applications, par exemple, pour la formation des polymères, pour les composites, céramiques ou des matériaux carboneux.
Voilà, ce four, c'est une petite machine industrielle pour la vulcanisation du caoutchouc. Donc, à l'heure actuelle, et depuis des années, c'était probablement la première application industrielle, c'était la vulcanisation du caoutchouc. Et ces appareils qui travaillent avec toujours dans la fréquence des magnétrons typiques des fours micro-ondes domestiques, mais avec une puissance beaucoup plus élevée, qui va jusqu'aux 10 kW, et avec des vitesses de travail très rapides et des possibilités de contrôle de température, sont des systèmes très intéressants utilisés à l'heure actuelle pour le traitement et la terminaison, la vulcanisation réellement des rubans de caoutchouc. Aussi, vous savez, la préparation des composites, matériaux composites ou matériaux d'intercalation dans des systèmes lamellaires tels que les argiles, mais aussi d'autres systèmes, peut se faire à l'aide de l'irradiation micro-ondes. Par exemple, l'intercalation du polyéthylène oxyde, de l'oxyde de polyéthylène, à l'intérieur des systèmes lamellaires qui fut développé il y a une dizaine plus ou moins d'années, qui constitue une nouvelle classe des électrolytes du type solide, fortement anisotropique, dû à l'effet de feuillet du système lamellaire de l'argile, peut se faire en très peu de temps, donc par fusion de ce polymère qui va pénétrer à l'intérieur de l'argile, il va complexer deux cations et va faciliter la mobilité de ces cations. Eh bien, ça s'est fait en 10 minutes avec des micro-ondes. Il faut 6 heures à 80 degrés pour le faire en milieu de chauffage du type conventionnel. Mais il y a aussi une autre chose importante, c'est que l'irradiation micro-ondes produit une situation assez hétérogène dans la disposition de ce système, de façon qu'on a maintenant une conductivité anisotrope, qui est très importante, à la place d'une conductivité isotrope, qui, pour la construction de certains dispositifs, ne serait pas très utile. Voilà, donc, au milieu des rayons X, on peut voir donc, l'organisation du type anisotropique de ce système de préparation, mais aussi par l'irradiation des micro-ondes, tout simplement, avec un mélange d'une argile typique, comme la marionite, avec du sucre, produit l'intercalation et la polymérisation. Donc on fait du caramel intercalé. Et ces caramels, donc ça c'est une voie douce pour arriver au sucré, pour arriver à faire des carbones à l'intérieur. Parce que le chauffage ultérieur, ça c'est un système non lamellaire, c'est une argile d'autre genre. Le système que nous avons ici va nous produire des graphènes d'une manière très simple. Donc une première étape, on prépare les caramels, et par après un chauffage dans une deuxième étape conventionnelle de ces systèmes formés avec les micro-ondes. Et il faut utiliser les micro-ondes, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Et le produit qui se forme, c'est des graphènes avec très peu, un contenu très bas d'oxygène, tel qu'il montre le spectre Raman et le spectre de XPS. Eh bien, il y a donc cette voie, mais il y a une voie parallèle qu'on peut appliquer, qui est la voie de la gélatine, qui est bien connue par certains de jeunes ici présents, et qui produisent également du graphène et qui sont d'un grand intérêt pour la préparation comme une ressource naturelle combinée avec des solides poreux comme la marionite et la sépiolite, des matériaux électrodes pour faire des capteurs, pour faire des batteries, etc.,
avec des produits de départ très simples et très, très bon marché, et non toxiques, etc. Donc on peut aussi utiliser, voilà un autre exemple, la synthèse des phosphotricalcogénures en faisant la combinaison du soufre avec des éléments du phosphore, de manganèse ou de cadmium. Alors, en milieu conventionnel, il faut des temps vraiment très longs, entre 7 et 10 jours à 700 degrés. Avec ce dispositif qu'on appelle l'ampoule Dewar, on peut le faire en quelques minutes, moins d'une heure. Voilà, il y a une partie de l'ampoule donc, qui est isolée, il y a une double paroi avec le vide et une partie qui n'a pas cet isolement. Donc si on place tout ce système dans les fours micro-ondes domestiques, les micro-ondes vont pénétrer mais ils ne vont pas repartir. Donc il va réchauffer ce système, ces parties, et cette partie est un peu plus froide, donc il va avoir un transport en phase vapeur. Et il se déposite d'une manière quantitative ici. Donc on peut voir un peu plus, il y a des différentes couleurs en fonction de l'atmosphère. Ça c'est un peu plus en détail, ce système, on passe toute cette masse du départ en haut. Donc cette partie, c'est un Dewar, et tout le système est introduit dans les fours micro-ondes. Donc on obtient des produits vraiment très bien cristallisés, etc. Et je vais terminer pour montrer quelques exemples très rapidement de l'application micro-ondes dans la chimie verte. Voilà, tout d'abord, certaines molécules comme les phénols, qui sont très toxiques et qui se trouvent dans l'eau, peuvent être transformées en catéchol et hydroquinone. Et c'est surtout l'efficacité des systèmes tels que les argiles ou les argiles à piliers qui contiennent du fer. Et le fer fait un rôle d'antenne qui va capter très efficacement la radiation micro-ondes et va transmettre aux molécules, dans ces cas, ces polluants, et il va détruire d'une manière très efficace, avec un rendement très élevé, le catéchol et l'hydroquinone d'une manière assez efficace. Voilà un autre exemple des systèmes de catalyseurs qui contiennent, par exemple, du nickel, et qui peuvent être très utiles avec les radiations micro-ondes pour la destruction de ces systèmes qui peuvent être passés à CO2. Et finalement, comment on peut aussi synthétiser des pesticides qui sont des herbicides comme le 2,4-D, le ester, c'est l'acide traité en présence de micro-ondes et un support poreux. On peut former, donc en absence de solvant, cet herbicide. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a développé donc, et breveté un système un peu plus écologique pour l'utilisation des herbicides. Et on prend le sol, on extrait la fraction minérale d'un sol et on utilise le sol comme milieu pour la réaction supportée avec les composants, c'est-à-dire le 2,4-D et l'alcool. Il nous faut faire donc l'ester qui est le principe actif. Donc on fait l'application et on a un effet herbicide fantastique. Et donc les résidus et le propre sol qui va rester à sa place initiale. Donc, et ça, on l'a fait donc, sur des terrains expérimentalement et ça, on a vu que ça marche relativement bien. Et c'est un système de faire la distribution avec le propre sol donc, qui va utiliser comme milieu de synthèse et ce sont des micro-ondes appliqués pour ces réactions. Donc, je voudrais terminer pour vous montrer, en résumé rapide, que on utilise de plus en plus cette technologie, et non seulement donc, initialement appliquée à la cuisine, maintenant au laboratoire, mais on commence à l'utiliser à l'échelle industrielle.
Et il faudra faire des nouveaux développements, de l'optimisation des équipements, de combiner les micro-ondes avec d'autres milieux d'activer des réactions, par exemple des radiations infrarouges, ultraviolets, ultrasons, de manière simultanée. On pourrait penser aussi à résoudre certains problèmes qui se posent actuellement, à l'heure actuelle, qui est donc des problèmes de sécurité, comme des fuites de micro-ondes, etc. Et des problèmes aussi de reproductibilité, ça c'est d'un four à l'autre, c'est un problème encore, et résoudre le scale-up, l'application à l'échelle industrielle, à l'échelle de laboratoire. Donc on a vu qu'on peut passer donc, du four domestique, peut-être des grandes utilités, au laboratoire, à la chimie, et que probablement on pourra avoir dans le futur des applications importantes pour la production industrielle. Je vous remercie de votre attention et merci. Et s'il y a des questions...